le magazine de l'accélération digitale. 01 Business, avec Frédéric Simotel. Voilà, de retour sur le plateau, on va parler Green IT. C'est un chiffre que je vous donnais tout à l'heure dans le sommaire de cette émission. 69% des entreprises ne connaissent pas la valeur de consommation énergétique de leur data center. Vous vous rendez compte, alors que c'est dans les cahiers des charges, c'est dans leurs appels d'offres. Donc c'est ce dont on va parler avec nos experts aujourd'hui. Essayer de comprendre si les entreprises mettent vraiment le cap sur leur informatique durable, et puis si elles le font aussi avec leurs partenaires, fournisseurs, constructeurs, intégrateurs. Et on en a un justement avec nous, Marc Vautier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Celeris, donc vous êtes à la fois revendeur, distributeur, intégrateur, vous êtes un centre de test et vous faites partie de ce projet Open Compute Project, pour consommer moins d'énergie avec ces grands data centers. On sait que Facebook en est l'un des promoteurs. Et puis on a en ligne avec nous Frédéric Bordage. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Fondateur Green IT, expert en éco-conception, auteur du livre Sobriété numérique, et puis qui travaille, il nous en dira un mot, mais on aura l'occasion d'en reparler avec lui sur le lancement de la feuille de route numérique et environnement. C'est le gouvernement qui lance ça, ce sera le 8 octobre au sein du Minefi, et là il y a beaucoup de choses à dire. Alors Marc, je démarre avec vous. Ça vous étonne, ça, le chiffre que je viens de donner, 69% des entreprises qui ne connaissent pas la valeur de consommation énergétique de leur data center? Non, ça ne m'étonne pas, c'est un peu ce que nous constatons. On aime pouvoir, en tant qu'agnostique, étudier en permanence à la fois toutes les marques, mais être en veille. Et on s'est aperçu que quand on a découvert ces mouvements ECP sur lesquels on va revenir, oui. Eh bien... OCP, Open Compute Project. Absolument, Open Compute Project. Et on s'est aperçu qu'en essayant d'évangéliser, on mettait des éléments d'indicateurs qui n'étaient pas connus. Et le problème que vous évoquez est majeur. Quand on ne connaît pas les paramètres du problème, c'est compliqué de voir comment s'en sortir. Alors, Frédéric Bordage qui est en ligne avec nous, ça fait plusieurs années, Frédéric, que vous suivez tout ce qui est green. Il y a 15 ans, voilà, tout le monde voulait se donner bonne conscience et puis ça a mis du temps à démarrer. Mais là, pour vous, elles en sont où les entreprises aujourd'hui, Frédéric? Elles ont pris conscience, c'est clair, mais est-ce qu'elles y mettent du leur? Je parle des entreprises qui utilisent dans leur utilisation de leur IT. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dizaine d'années, autour des années 2008-2010, les premières très grandes organisations françaises, donc des entreprises privées publiques, ont commencé à s'intéresser au sujet, ont commencé à dédier un petit peu des jours dessus. On a eu ensuite un petit peu le sujet retombé, concrètement, il faut l'avouer. Et puis là, depuis 2 ans, depuis qu'on a remis le livre blanc numérique et environnement à Brune Poirson et Mounir Majoubi, en proposant au pouvoir public des actions à mettre en œuvre pour accélérer le mouvement, ça a clairement accéléré. Et depuis je dirais à peu près 6 mois, on vit un véritable tsunami avec une demande qui est devenue littéralement exponentielle de la part notamment des très grandes entreprises du CAC 40, SBF 120, qui cherchent désespérément des prestataires pour les accompagner et qui rament car il y a malheureusement un déficit de compétences sur le marché. Donc le marché vient de démarrer, et il a littéralement explosé et aujourd'hui c'est plutôt du côté de l'offre qu'on a des difficultés. Et dans la chaîne amont, quand je dis chaîne amont, je pense aux Dell, Lenovo, HP, enfin voilà, si je parle de tous ceux qui font l'IT, eux, ou ceux qui font la partie logicielle aussi, parce qu'on le sait, qu'un logiciel mal développé peut consommer beaucoup plus d'énergie qu'un logiciel au moins éco-conçu, parce que si c'est comme ça qu'on peut le dire. On a l'impression qu'ils font quand même pas mal d'efforts, ou pour vous, il y a encore trop de communication? Alors du côté des fournisseurs, en fait, on a vraiment 2 histoires différentes. On a l'histoire des fabricants de matériel qui s'intéressent à l'éco-conception de leur matériel pour pouvoir ensuite revendiquer des écolabels comme IPIT ou TCO. Et donc ça fait, je dirais, une quinzaine d'années, disons entre 10 et 15 ans qu'ils s'y intéressent sérieusement et qu'ils font des progrès. Alors, pas toujours, mais pour la plupart, notamment dans le monde professionnel. Du côté des éditeurs de logiciels, c'est plus compliqué parce que en fait, c'est finalement l'arrivée des smartphones puis du cloud qui leur a fait prendre conscience qu'il y avait un intérêt d'un point de vue marge, donc bénéfice par action, à redécouvrir leur métier et à concevoir des services numériques de façon plus responsable, plus efficiente. Est-ce que ça veut dire que pour les entreprises, parfois, Marc Vautier, elles ont peur elles se disent, oula, si je passe au vert, ça coûte cher. Bon, bien que Frédéric Bordage vienne nous le dire, ça y est, le prix est pris. Alors vous avez absolument raison, un des freins majeurs, c'est la résistance au changement. Frédéric l'a dit, il y a 10 ans,
c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a un mouvement qui a voulu justement challenger les constructeurs habituels pour leur dire aidez-nous. C'est pas n'importe qui, c'est chez Facebook que ça a démarré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'a pas trouvé des réponses, donc il a mis 26 de ses ingénieurs. 2 ans après, il sortait un data center complètement révolutionnaire. On parlait des indicateurs. Eh bien oui, il a mis les curseurs à 50%, pratiquement sur les économies d'énergie, etc. C'est très intéressant parce que derrière, vous faites un métier où on met en résonance tout ce qui est empreinte carbone. Et bien là, on y est parce que on fabrique mieux, parce qu'on exploite moins cher, et on mieux parce qu'on fait en plus des produits, et c'est cher à Frédéric, qui sont réemployés. D'accord ? Si vous venez à notre Tech Center, on va vous montrer des racks qui étaient chez Google et Facebook il y a encore 5 ans. Mais quand vous entendez Frédéric Bordage qui dit on a un problème de compétences aujourd'hui. Alors on a un problème de compétences, on a un problème d'évangélisation, on a un problème aujourd'hui, c'est pas simple pour un DSI de maintenir toute une architecture, il y a des grosses responsabilités. D'un autre côté, il y a les RSE qui disent qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc on est à un moment charnière, et justement je voyais de plus en plus la mise en place de POC. On accompagne des entreprises aujourd'hui sur cette démarche, c'est-à-dire proof of concept. Donc pour nous, vous avez raison, c'est un mouvement qui s'opère. Alors avec vous en médiatisation pour dire pourquoi, avec des gens comme Frédéric qui disent comment, et puis nous on essaie de dire sur quoi il va falloir opérer. Alors justement, Frédéric Bordage, comment on peut faire? Qu'est-ce que quand vous conseillez, quand vous travaillez avec les entreprises, je rappelle, vous êtes fondateur de Green IT, greenit.fr, donc tous ceux qui veulent avoir plein d'articles, plein de contenus sur ce green et qui se posent beaucoup de questions, ils peuvent aller sur ce site. C'est quoi les choses à faire, à part demander à ses fournisseurs d'être un peu plus verts, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise? Comment on sensibilise ses utilisateurs? Comment on sensibilise ses équipes IT? De mon point de vue, pour bien démarrer, il y a vraiment 2 actions fondamentales qui sont un peu standards, mais qui restent fondamentales. C'est d'abord commencer par former les personnes référentes sur le sujet en interne de l'entreprise pour qu'elles comprennent bien le sujet, et puis surtout pour pouvoir dégreenwasher le sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de greenwashing, et donc faire la part des choses entre allonger la durée de vie des postes de travail de 2 ans supplémentaires ou supprimer les mails. Il y a clairement une action qui aura beaucoup plus d'impact. Donc premièrement, former les équipes. Parce qu'il n'y a pas, Frédéric, je l'interromps, il n'y a pas aujourd'hui, je crois que c'est les chiffres de l'Alliance Green IT qui le disaient, 21% seulement des entreprises interrogées donc sur leur panel ont un responsable Green IT dans l'entreprise. On n'a pas vraiment ça, c'est le DSI, peut-être quelqu'un dans ce qui est, enfin il n'y a pas un référent, ça manque ça déjà dans les entreprises. Alors en fait, ce qu'il faut dire, je suis cofondateur de l'Alliance Green IT, et donc ce qu'il faut dire, c'est que quand on a lancé le premier baromètre il y a un certain nombre d'années déjà, les chiffres étaient moins élevés, donc ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait uniquement les très grandes entreprises qui étaient équipées de référents. Aujourd'hui, on voit la strate intermédiaire, les fameuses ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui commencent à s'en équiper, et puis même dans des PME, TPE, il commence à y avoir des personnes plus ou moins référentes. Donc, on progresse de ce point de vue-là. Et donc, il faut former ces personnes. Donc ça, c'est le premier point. Pardon ? Ça, c'était le premier point, parce que tout à l'heure, on parlait... Oui, tout à fait. Ouais. Et le deuxième point qui est absolument essentiel pour ne pas se tromper de combat, et donc que la démarche numérique responsable Green IT soit rentable pour l'entreprise, c'est de commencer par faire un bilan, un diagnostic, un audit, quel que soit le nom qu'on lui donne, pour comprendre où sont les impacts environnementaux de son système d'information, et comprendre les domaines dans lesquels on a le plus de possibilités, de marge en fait, d'amélioration. Et donc ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas encore systématisé, et qu'on devrait systématiser. C'est pour ça qu'on fait ce type de demande au pouvoir public, de demander une forme, d'une façon ou d'une autre, pas que ça soit obligatoire, mais de pousser les entreprises à le faire, parce que c'est pour leur éviter de dépenser de l'argent inutilement et de l'énergie inutilement, et pouvoir se focaliser sur les enjeux essentiels. On le fait dans d'autres domaines, on le fait dans les cosmétiques, on le fait dans les transports, donc il n'y a pas de raison que dans l'IT on ne puisse pas pousser là-dessus. Je vais y réagir, Marc Gauthier. J'avais envie de dire qu'il faut aussi un sponsor, nommer un référent, certes, mais également, comme c'est très transversal, comme il y a beaucoup d'éléments à mettre en commun, il faut que ça remonte pratiquement également à la gouvernance. C'est essentiel. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Bordage, qu'il faut une démarche... cette démarche IT, elle doit être rigoureuse, mais est-ce qu'elle est complexe aujourd'hui? Est-ce que ça peut effrayer aussi certaines entreprises qui, finalement, vont cocher les 3 principales cases? Je vais imprimer moins de papier, je vais me déplacer moins, et puis vont s'arrêter au basique, alors que finalement...
ça peut leur sembler complexe d'aller beaucoup plus en profondeur dans leur IT. Alors pour moi, il y a deux domaines. Il y a le domaine du directeur ou de la directrice des systèmes d'information qui va piloter le système, donc de la DSI qui pilote le système d'information. Là, franchement, on est mature, c'est pas très compliqué, on a les outils et donc c'est relativement simple de faire les diagnostics et d'identifier même quantitativement les objectifs d'amélioration. Là-dessus, c'est pas très compliqué. Le domaine qui fait aujourd'hui peur et qui est pourtant celui où on a le plus gros levier, les plus gros potentiels d'amélioration, donc de réduction des impacts environnementaux, mais aussi de différenciation de l'offre produit de l'entreprise, c'est celui de l'éco-conception des services numériques. Oui. Et là, le terme éco-conception fait peur, alors qu'en fait, c'est une démarche qui est quand même plutôt une démarche de bon sens, relativement simple. Mais les mots que nous utilisons, qui sont les mots techniques référents, font un petit peu peur aux entreprises qui souhaitent s'y pencher. Marc Vauthier, est-ce que le passage au cloud, finalement, c'est... Pas forcément. Je vous vois. Non, pas forcément. C'est comme la G5. Tout ça va mobiliser énormément, encore une fois, de puissance informatique. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre dans le cloud et confier des trajectoires, des itinéraires qui demandent beaucoup plus de chemin, peut-être que celui qu'on va devoir faire à proximité. Si on peut ramener de la puissance à côté des antennes qui nous attendent, ça sera mieux. Donc, pour aller dans le sens, il y a à la fois une réponse d'usage, et ça, Frédéric fait un travail considérable. On voit bien, quand on visite d'ailleurs l'effectif qui suit ce label, on se rend bien compte que ça touche plus de personnes, différents types d'entreprises, et dans le même temps, on a cette poussée et chaque année ce consortium se réunit, et là on voit des keynotes qui sont formidables pour dire regardez, on baisse tous les curseurs. Donc c'est formidable de se projeter avec un capital économique qui va toucher l'investissement des produits qui sont moins chers parce qu'ils sont conçus différemment et l'exploitation. Frédéric Bordage, sur le cloud, voilà, faut pas non plus se masquer, quoi. C'est pas parce qu'on met tout dans le cloud, et là Marc vient de le dire à l'instant, que voilà, on se dit finalement c'est aux prestataires de cloud de s'occuper de la partie green. Moi je leur confie mes datas et voilà, faut pas s'en débarrasser comme ça. Complètement. Pour nous, en fait, déjà, il n'y a pas une seule étude d'analyse du cycle de vie indépendante. Donc, il n'y a pas une seule étude sérieuse dans le monde. Littéralement, c'est un travail de bibliographie exhaustif qu'on a fait pour l'ADEME. On n'a pas trouvé une seule étude qui démontre que le cloud, c'est green, pour faire simple. Donc, ça l'est forcément dans certains cas, mais ça l'est forcément pas dans d'autres cas. Et pour nous, aujourd'hui, l'enjeu de la sobriété numérique, qui est une expression qu'on a forgée, c'est clairement d'économiser la ressource numérique, parce que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, puisque fabriquée à partir de métaux et de ressources non renouvelables, et qui s'épuise inéluctablement à très grande vitesse. Et donc, l'enjeu, en fait, qu'on devrait avoir aujourd'hui quand on conçoit le système d'information d'une entreprise ou un service numérique qu'on met à disposition de nos clients, c'est de penser à comment concevoir tout ça de façon très sobre pour économiser le numérique, parce que c'est pratique. On a tous envie de pouvoir continuer à utiliser du numérique dans les décennies à venir, sauf qu'à la vitesse à laquelle on épuise cette ressource, eh bien, dans 1 à 2 générations, le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui aura disparu. Il sera absolument catastrophique à la fois d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue sociétal. Frédéric Bordage, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus d'indicateurs aussi pour les... ne serait-ce que pour un utilisateur, lui dire tiens, aujourd'hui vous avez consommé tant, est-ce que ça peut être des effets, ça peut avoir un effet de sensibilisation ? Alors les fameux nudges verts, les petits indicateurs qui nous aident à changer sont intéressants. Par contre, clairement, ce qu'il faut rappeler et marteler, c'est que la seule solution pour réduire notre empreinte numérique et l'économiser, c'est de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Et pour ça, il faut à la fois avoir des usages plus sobres. Ça ne veut pas dire retourner à l'âge des cavernes, c'est avoir des usages plus sobres et concevoir différemment. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de conception avant toute chose. Marc Vauthier, vous avez un centre de test au sein de Celeris, donc vous avez l'occasion de voir un peu ce qui va moins bien. Absolument, on en est déjà à la 3e génération, donc c'est bien qu'on sorte de l'anonymat de cette OCP. On voit en effet que ça va vite. Nos clients nous demandent de faire mieux pour moins. Bon, alors la solution, elle est en effet, comme vous dites, à paramétrer là où ça se passe, dès lors qu'on les a bien nommés, ces indicateurs. Un dernier mot, Frédéric Bordage, on va conclure là-dessus. Lancement de la feuille de route numérique et environnement, ce sera le 8 octobre, toute la journée au Minefi. Le but, c'est quoi ? C'est une journée qui va être consacrée, alors sous le parrainage, enfin là, en présence de Cédric O, évidemment, mais le but, c'est quoi de cette feuille de route ? Qu'il en sorte quoi ?
Donc cette feuille de route, elle est en préparation depuis longtemps. Hein. Elle a été finalement initialisée par le Conseil national du numérique suite à la remise de notre livre blanc qui a été coécrit par l'IDRI, la FING, le WWF France et donc GreenIT.fr, qu'on avait remis en mars 2018 à Brune Poisson et Mounir Majoubi. Et puis le CNUM, le Conseil national du numérique, s'en est emparé pour préparer une feuille de route qui va donc être validée par les pouvoirs publics, donc le gouvernement actuel, pour être mise en œuvre. L'idée de cette feuille de route, c'est d'adresser toutes les problématiques du développement durable associées au numérique, donc d'utiliser le numérique comme un outil au service du développement durable, mais aussi évidemment de réduire les impacts environnementaux et sociaux, voire sociétaux, du numérique. Donc il y a un ensemble de propositions qui ont été faites par des parties prenantes diverses et variées, et donc c'est le 8 octobre, le ministère... les différents ministères d'ailleurs de la transition écologique et solidaire, le ministère de l'économie, évidemment Cédric O, secrétaire d'État au numérique, présenteront leur feuille de route qui vise à aborder ces sujets. Eh bien, ça donne l'occasion d'en reparler. Merci Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr et auteur du livre Sobriété numérique, et puis donc qui travaille activement avec l'Alliance GreenIT sur cette feuille de route numérique et environnement. Merci Marc Vautier d'avoir été avec nous, directeur marketing chez Celeris, donc revendeur, distributeur, mais vraiment voilà, promoteur de l'Open Compute Project, et puis les tests que vous faites aussi chez vous qui peuvent aider à voir qu'on consomme mieux son IT. BFM Business, 01 Business, le débat. Allez, on se retrouve tout de suite avec les meilleurs moments de notre débat la semaine dernière sur la 5G. Justement, on va reparler de développement durable aussi là, mais on va aussi parler vraiment de toutes ces contraintes technologiques et puis les nouveaux services surtout. Vraiment, on voudrait balayer toutes ces polémiques. C'était un débat qui avait lieu ici même la semaine dernière. Si vous n'avez pas pu le suivre, eh bien voici les meilleurs moments. L'actualité, c'est que la deuxième phase du processus d'attribution des fréquences, c'est le 29 septembre par rapport aux régulateurs des télécoms. Donc, nos 4 principaux opérateurs en France vont se porter candidats. Ça devrait rapporter près de plus de 2 milliards d'euros à l'État. Mais on le voit, la 5G, on est en train de partir dans un débat politique, peut-être sociétal autour de ces technologies. Un mot, un premier mot, Grégory. Les services, parce que l'autre jour, alors je ne vais pas revenir sur ce que certains ont dit, on permet de regarder beaucoup plus vite des vidéos. Le grand public ne sera pas oublié, mais avant tout, la 5G, c'est les entreprises, c'est les administrations. Oui, d'un point de vue disruptif, ce sera sans doute les entreprises qui auront le plus de bénéfices de la 5G, mais malgré tout, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que les réseaux des opérateurs en 4G vont dans quelques mois ou années être saturés. Donc le premier avantage de la 5G pour le grand public, dirons-nous, c'est de garantir une qualité de service. Ça, c'est la première réponse quand on entend entre guillemets, des détracteurs pas forcément, mais des gens qui disent tiens, avant de passer à la 5G, peut-être qu'on est de la 2G, 3G au bon endroit. Et absolument, au moins... et donc là, tout le monde est content d'avoir de la 4G quand on en a, et puis donc si dans 18 ou 24 mois, la 4G que l'on a, elle est extrêmement dégradée, personne ne serait content. Et peut-être que les détracteurs, les premiers, seraient mécontents. Et donc ça va être un premier avantage, un premier bénéfice, la 5G, donc de ce point de vue-là, pour la qualité de service qu'on va fournir aux clients. Bien sûr que pour le grand public, il va y avoir un effet de rapidité, donc d'usage, de divertissement qui va être de meilleure qualité. De formation, si on reste dans le monde du B2B, on va pouvoir mieux se former aussi. Et sur le B2B, plutôt dans un deuxième temps, plutôt en 2023, il y aura une phase extrêmement nouvelle, et là, par secteur d'activité, autour de l'agriculture, de la télémédecine, de la smart city, la ville intelligente, la voiture autonome, etc. Là, il y aura une multitude d'applications qui vont changer la vie de nos concitoyens. Alain Sibyl, je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Paris. Comment, je l'ai dit tout à l'heure, parmi les avantages de la 5G, c'est un débit multiplié par 10, des délais de latence réduits, puis connexion simultanée de plusieurs objets. Dites-nous un petit peu en détail, on ne va pas descendre jusqu'aux nanoparticules que vous connaissez bien, mais dites-nous un petit peu comment ça se passe cette 5G. Qu'est-ce qui la diffère techniquement de la 4G ? Alors, c'est essentiellement une évolution par rapport aux générations précédentes, parce que chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, on a un certain nombre de progrès technologiques qui font d'ailleurs la suite à des progrès scientifiques. Et la 5G, elle est tout à fait dans cette veine par rapport à la 4G. Donc, le gros intérêt de la 4G que chacun partage, c'est effectivement la bande passante qui permet d'assurer des débits importants, et c'est les smartphones, entre autres, qu'on utilise assez largement. Donc, la 5G, elle va être en particulier, elle va pousser un peu dans cette direction, puisque maintenant, on a des
des largeurs de bande spectrales qui sont importantes. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce qui est dit. Non seulement aller au-delà de la saturation actuelle de la 4G, puis surtout, quand même, cette bande passante importante va nous aider beaucoup. Alors, il y a des technologies qui sont véritablement novatrices, un petit peu en rupture. Notamment, on parle beaucoup des antennes pour les communications MIMO massives. Ça va permettre d'accepter au sein d'une cellule, par exemple, un nombre d'utilisateurs connectés simultanément important, grâce au fait qu'avec ces grands panneaux d'antenne, on va pouvoir concentrer le faisceau vers un utilisateur en même temps, pour la même fréquence, par exemple, au même instant, qu'on pourra également adresser un autre faisceau vers un autre utilisateur. Et ça va permettre d'augmenter le débit agrégé au sein d'une même cellule de façon importante. Donc il y a une augmentation de capacité globale qui est très, très importante. C'est-à-dire, je coupe juste Alain, c'est-à-dire qu'au débit, alors j'emploie des termes un peu généraux, mais on arrose un peu aujourd'hui avec les technologies classiques, on arrose un peu les ondes et puis les gens captent ces ondes. Là, ce que vous dites, c'est qu'avec la 5G, il y a ce côté un peu lampe torche, on envoie tout vers la personne qui en a besoin. Oui, c'est ça, exactement. C'est des faisceaux relativement fins et surtout, comme on a beaucoup d'éléments d'antenne sur un même panneau, on va pouvoir envoyer ces faisceaux spécifiques à chacun des utilisateurs et il peut y en avoir un nombre relativement important pour un même panneau d'antenne. Donc ça, c'est un avantage de capacité, puis un avantage également de flexibilité parce qu'effectivement, l'antenne, eh bien, elle pourra décider de communiquer avec un seul utilisateur s'il y en a un ou avec beaucoup à la fois. Donc il y a globalement une augmentation importante, très importante, en particulier avec cette technologie de MIMO massif au sein d'une même cellule, et une flexibilité assez importante dans l'utilisation et dans la connexion avec un nombre d'utilisateurs qui peut être très, très variable. Juste un mot, Alain, sur les bandes de fréquences. Donc aujourd'hui, on est dans... alors ça va utiliser la bande des 700 MHz qui est utilisée aujourd'hui pour la 2G, 3G, mais on va surtout avoir les bandes 3,4, 3,8 GHz et puis les bandes 26 GHz, après les ondes millimétriques. Dites-nous en 2 mots un petit peu ces technologies, oui. Racontez-nous. Alors, je pense que ça dépend des pays, mais là, si on parle pour la France notamment, c'est dans la bande 3,4, 3,8 que les licences vont être attribuées. Donc le gros des troupes, je pense, pour assez longtemps, ça va être dans cette bande-là. Le millimétrique dont on parle depuis longtemps, qui effectivement est une particularité de la 5G, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans quelques années. Et je pense personnellement que ça va être surtout utilisé pour des usages qui ne sont pas forcément les usages de tout le monde, de connexion d'un smartphone, pour des tas de raisons qui sont liées à la valeur élevée de cette fréquence, au fait que la propagation est beaucoup plus difficile. Donc ça va être un pan, disons, d'utilisation de ce spectre, mais pas tout de suite, et probablement pour des usages un peu spécialisés. Franck Arvidsson, d'Ericsson, ça veut dire quoi pour un constructeur pour vous ? Il va falloir changer tous vos équipements, c'est vraiment on passe, ou alors on change juste une carte mère dans un équipement, expliquez-nous. Alors ça, je pense que c'est effectivement un point important parce que c'est une fausse perception qu'on a souvent, c'est que avec la 5G, il va falloir tout mettre au rebut. Ouais. Nous et la plupart des concurrents, depuis déjà quelques années, depuis 2015-2016, on installe des équipements dont le hardware, dont l'équipement est prêt à recevoir du logiciel 5G. Donc en fait, tous les équipements qui sont installés depuis quelques années peuvent accueillir du logiciel 5G. Donc il n'y a absolument aucun besoin de mettre au rebut de tous ces équipements-là. Donc on est dans une continuité. Et donc tout le discours qu'on peut entendre, il va falloir tout jeter, il est complètement faux. Voilà ce qu'il fallait dire sur la 5G, ce qu'il fallait dire sur le Green IT et puis ce qu'il fallait dire sur l'industrie 4.0 dans la première partie de notre émission. Le numérique, ça se poursuit toute la semaine sur BFM Business. Excellente semaine. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.